Merci à toi d'avoir fait le choix de cette vidéo, c'est un plaisir de t'accueillir ici. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble qui est Alexandre Dumas, puisque c'est peut-être une question que tu te poses. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble sa biographie, qui était-il, la vie qu'il a menée, ainsi que les œuvres qui ont marqué sa fabuleuse existence. Absolument tout sera dit dans cette vidéo. Notamment également sa relation avec Victor Hugo, ou autrement aussi sa comparaison avec Gustave Flaubert. Accroche-toi bien jusqu'à la fin de cette vidéo, mais juste avant que je l'oublie, je t'invite à apprécier cette vidéo pour m'encourager à reproduire ce type de contenu, et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, à t'abonner en activant les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors quand on recherche qui est Alexandre Dumas, comme ça a été mon cas par le passé, on est attiré par savoir qui il était à travers la capacité qu'il a pu avoir à produire, à écrire tous ses livres. Mais la vie d'Alexandre Dumas a été beaucoup plus, j'allais dire, un véritable roman, très romancé, puisqu'il a vécu vraiment différentes étapes dans sa réussite absolument extraordinaire. Il m'a semblé naturellement intéressant de les partager avec toi parce que très souvent on s'intéresse à un livre ou un autre. On parle peut-être des Trois Mousquetaires, on parle peut-être du Comte de Monte Cristo ou d'autres livres qui font aussi, qui sont très souvent conseillés, étudiés à travers nos systèmes éducatifs français, mais qui font que c'est réservé prioritairement qu'à ce moment de notre vie et qu'on ne s'intéresse pas plus personnel, plus profondément à la personne qu'était ou qu'a été Alexandre Dumas. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'Alexandre Dumas a vécu environ 70 ans puisqu'il est né en 1802 dans l'Aisne et qu'il est mort en 1870 dans la Seine-Maritime. C'est un fils de Marie-Louise Labouret et de Thomas Alexandre Davy qui était général, son père, et aussi écrivain. Donc c'était le père des écrivains et c'est quelque chose qui a été vraiment important. Donc il était proche des romantiques et aussi surtout l'une des choses dont on parle très peu, c'est de sa proximité qu'il avait avec le théâtre puisqu'il a d'abord écrit un vaudeville. Donc un vaudeville, si tu ne sais pas ce que c'est une comédie sans intention psychologique ni morale, fondée sur un comique de situation. Au cinéma ou en littérature, en généralement, c'est un film ou un roman comique proche du vaudeville de théâtre. Donc c'était un petit peu ce qu'il écrivait. Il a d'abord écrit des vaudevilles à succès, ce qui l'a poussé d'ailleurs, on le verra dans quelques instants, à tenir et d'être propriétaire d'un théâtre dans lequel il a pu permettre beaucoup de représentations. Théâtre qu'il a malheureusement vu se voir en faillite à la fin de 1850, donc soit 20 ans avant sa mort lorsqu'il avait approximativement 50 ans. Il s'est retrouvé sans ce théâtre qu'il fonctionnait. Donc l'histoire en fait d'Alexandre Dumas passe entre autres par cette capacité à savoir écrire du comique avant même d'aller dans d'autres œuvres qui sont extrêmement avancées. On verra d'ailleurs aussi dans cette vidéo que dans les œuvres qu'il a écrites, beaucoup lui sont contestées pour la simple et bonne raison que dans une période de sa vie qui est entre 1850 et 1860, beaucoup d'œuvres sont parues. Et la réalité, c'est que c'était difficile de pouvoir écrire, produire autant d'œuvres et de mener autant d'activités comme il a pu le faire. Et en fait, on s'est aperçu à travers l'histoire que l'un de ses secrets était d'avoir recours à d'autres écrivains, un peu comme des assistants d'une certaine manière, à qui il demandait d'écrire sur des points qu'il avait en tête, des idées qu'il avait en tête, mais sur lesquelles il n'avait pas forcément beaucoup de temps, et qui écrivait globalement beaucoup de choses, et il venait mettre sa patte par-dessus, ce qui lui faisait gagner beaucoup de temps, et d'apporter des idées de façon brute, sans forcément trop réfléchir, mais d'apporter la finesse, la patte du maître, comme on aime à dire parfois dans l'artisanat, et comme on avait pu le voir avec Léonard de Vinci dans d'autres vidéos. Donc maintenant, on va passer un petit peu à sa biographie. On va voir son enfance, sa jeunesse, le fameux départ pour Paris qui a été vraiment quelque chose qui lui a vraiment permis de progresser puisque, comme tu vas le voir, Alexandre Dumas c'est une personne qui n'a rien connu d'autre jusqu'à ses 13 ans que la lecture de la Bible de façon religieuse, puisque à l'époque, tu t'imagines, au 19e siècle, au début du 19e siècle, il était très courant en fait que le système éducatif ne t'enseignait que très peu de choses et que très vite l'objectif était
de pouvoir t'insérer dans le monde du travail, de pouvoir apporter des revenus à ta famille, jusqu'à partir de chez toi, te marier avec quelqu'un et fonder à ton tour une famille, d'avoir des enfants très jeunes et de reproduire le principe. C'était un peu un principe qui était de courant à l'époque, et donc c'est naturellement qu'on va arriver là-dessus. Donc on parlera de cette biographie, de tous ces rebondissements, la consécration notamment qu'il a pu avoir au théâtre, les romans feuilletons, le théâtre historique, les périodes difficiles comme l'après-révolution en 1848 qui lui ont d'ailleurs fait perdre malheureusement son théâtre en 1950, son voyage en Russie en 1858, pourquoi et les raisons qui l'ont poussé à faire cela, son engagement en Italie avec notamment sa fameuse amitié avec Garibaldi dont on abordera les contours, et puis les dernières années de sa vie, tout en parlant également au cours de cette réflexion de toutes ses œuvres, le théâtre, la poésie, les contes, les nouvelles, les romans, les mélanges des genres, et puis aussi malheureusement et souvent comme c'est fait pour des grandes personnes, eh bien les publications posthumes, c'est-à-dire les publications après sa mort qui sont ressorties. Alors ce qu'il faut savoir dans l'enfance en fait d'Alexandre Dumas, c'est que il a vécu dans une période où ses parents étaient très peu fortunés, comme beaucoup de personnes qui ont étudié sur cette chaîne YouTube, et il découvre ses premiers souvenirs quand il a seulement l'âge de 3-4 ans. Il se souvient de choses de là où il vivait, et ce sont ses premiers souvenirs qu'on retrouve dans ses œuvres, dans les premières œuvres qu'il a écrites, c'est l'utilisation de ses souvenirs pour parler. Et puis surtout, l'une des choses qui a vraiment bouleversé sa vie, c'est que son père meurt 4 ans après sa naissance, donc quand il a 4 ans, et il se retrouve seul avec sa mère, et il n'a que pour aïeul, donc c'est pour ses descendants finalement, qu'un marquis qui a émigré en 1760 à l'île de Saint-Domingue, et une esclave ou affranchie noire du nom de Marie Cécette Dumas. Et sa mère revient chez ses parents dans l'ancien hôtel de l'Épée, puisque démunie de cette personne qui était générale, qui permettait d'avoir les revenus du foyer, elle se retrouve sans le sou sa mère, et ils se mettent à revenir chez ses grands-parents maternels pour pouvoir être élevé et se relancer. Dans sa jeunesse, en fait, il rentre à 9 ans, comme il était courant, dans un collège de l'abbé Grégoire, toujours dans sa ville natale, et il va y recevoir naturellement les bases de l'instruction primaire, celle qu'on a pu avoir, et il va y rester jusqu'en 1813, donc finalement jusqu'à ses 11 ans. Et à 13 ans, comme je te le disais, il ne sait presque rien, puisqu'il n'a eu comme seule lecture, comme seule éducation, la lecture de la Bible, des récits éventuellement mythologiques, mais très peu de choses sur la vie. Et une des choses qui le caractérise, c'est sa calligraphie, sa manière d'écrire, sa manière de pouvoir retranscrire les choses. Et donc il se met à être engagé comme coursier dans une étude de notaire, et donc il va apprendre, il va côtoyer, il va découvrir en fait des gens polis qui vont utiliser des vocabulaires, des mots, ça va l'intéresser, et il va faire la connaissance de Adolphe de Loven, qui l'initie à la poésie moderne, et ils vont écrire ensemble des premiers vaudevilles, mais les premiers seront tous refusés directement. Et c'est finalement en fait encore une fois toujours la même chose qui va se passer dans l'histoire d'Alexandre Dumas. Pour grandir à un moment donné, quand on a une espèce de plafond de verre dans nos villes d'origine dans lesquelles nous avons pu fréquenter, et Alexandre Dumas il va faire un départ à Paris, puisque jusqu'en 1822 il vit à Villiers, sa ville natale, et il va quitter Paris, il va quitter cette ville pour Paris avec 53 francs en poche, et surtout pour échapper à la pauvreté et puis aux humiliations de sa mère, puisque sa mère ne s'est vraiment jamais trop remis à la fois de la mort de son père, mais aussi, encore moins, de son père à elle, et donc elle est dans une difficulté. Et donc une des choses qui va être une rencontre extraordinaire, c'est que on a vu qu'Alexandre Dumas n'a pour l'instant écrit que des vaudevilles avec Adolphe de Loven, et il va découvrir l'une des choses qui va vraiment prendre une place fondamentale dans sa vie, c'est la comédie française qui existait, et il va découvrir en fait toute la réflexion qui peut tourner autour de les personnes qui sont acteurs, les comédiens, et ça va lui donner beaucoup de matière à pouvoir écrire, réfléchir, et surtout se passe beaucoup de choses à Paris, plus que dans les autres villes, puisque c'est tout centralisé encore aujourd'hui, le système à Paris. Il va y apprendre énormément de choses
sur la manière de jouer des pièces qui disent des choses sur la réalité de la société, sans pour autant attaquer frontalement la société dans laquelle nous évoluons. Un an seulement après son arrivée à Paris, il donne naissance à son fils, qui s'appelle Alexandre Dumas fils également. C'est aussi une des choses que vous recherchez beaucoup sur internet. C'est qui était le fils d'Alexandre Dumas? C'est Alexandre Dumas fils. Et cet enfant est le fruit d'une liaison avec une femme qui était couturière et sa voisine de palier, place des Italiens à Paris. Un enfant illégitime, jusqu'à ce que Alexandre Dumas le reconnaisse quelques jours après la naissance de sa fille, Marie-Alexandrine, en 1831, qu'il a eu avec une autre femme. Et naturellement, à l'époque, Alexandre Dumas, devant la ferveur de toutes ses œuvres, la ferveur en fait de ses rencontres qu'il a fait, et puis surtout ce qu'il faut imaginer, c'est que sa ville natale, il y avait que peu d'étrangers, que peu de personnes nouvelles. Il va arriver à Paris où c'est l'effervescence de rencontres, c'est l'effervescence d'entraide, c'est l'effervescence de sensibilité, d'événements, d'échanges les uns avec les autres, qui va faire qu'il va se perdre peut-être un petit peu aussi dans ce processus, mais que ça va lui donner tant d'histoires, tant de réflexions, tant d'anecdotes qu'il va pouvoir les retranscrire et lui offrir une matière absolument extraordinaire. Une des choses aussi que je n'ai pas forcément abordé, c'est qu'il est le fils d'un métissage antérieur qui date un petit peu de ses grands-parents paternels, et qui fait qu'il va beaucoup s'intéresser, entre autres, à les théories de l'évolution de l'époque de Darwin, les échanges, les groupes d'explications, et il va avoir beaucoup de réparties fameuses contre toutes ces réflexions qui peuvent être parfois faites autour de cette réflexion sur le racisme et surtout la fin de l'esclavagisme comme elle a pu être connue par tout ça. Une des choses qui va être extraordinaire, c'est que en 1825, soit seulement 2-3 ans après son arrivée à Paris, il va commencer à performer grâce au vaudeville qu'il a écrit avec son ami Deleven, et notamment La chasse et l'amour. Ça va connaître un grand succès, et il va aussi découvrir les romantiques. Et donc les romantiques, si tu ne sais pas ce que c'est un mouvement culturel qui est apparu à la fin du XVIIIe siècle en Allemagne et en Angleterre, et qui se diffuse à toute l'Europe au cours du XIXe siècle. Et ça s'exprime dans la littérature, la peinture, la sculpture, la musique, la politique, la danse, bref, dans toutes ces formes de réflexion. Et il va beaucoup au théâtre, Alexandre Dumas. Et donc c'est dans ce première réflexion qu'en 1828, donc soit 5 ans après son arrivée à Paris, qu'il va écrire son premier drame historique, Henri III et sa cour. Et ça sera qualifié à l'époque de scandale en prose, mais ça va devenir une pièce présentée à la Comédie Française, et ça va connaître un énorme succès. Et dans ses mémoires d'ailleurs, il dira plus tard: je commence à combiner par une fable, je tâche de la faire romanesque, tendre, dramatique, et lorsque la part du cœur et de l'imagination est trouvée, je trouve dans l'histoire un cadre où la mettre. Mais il va connaître pour la première fois de sa vie, dans son ascension, une infériorité devant Victor Hugo, qui va en fait le bousculer, et il va en avoir une véritable admiration. Il va devenir fidèle de Victor Hugo jusqu'à la fin de sa vie. Et donc il va connaître notamment la notoriété en tant que dramaturge grâce à tout ça, mais malheureusement il va beaucoup dépenser ses revenus, et il va se mettre à écrire aussi beaucoup de pièces médiocres que le public va se lasser de lui, et en 1840 il va être candidat à l'Académie française sans pour autant obtenir gain de cause. Alors à partir de 1830, soit 7 ans après son arrivée à Paris, il va se mettre à écrire de nombreux romans feuilletons, notamment Les Mystères de Paris, Le Journal des débats, Les Trois Mousquetaires. Et en l'espace de 7 ans, de 1844 à 1850, notamment avec la fameuse collaboration dont je te parlais d'Auguste Maquet, qui va être son assistant pour écrire, il va publier plein d'ouvrages que je ne vais pas te citer parce que ça serait qu'une longue énumération, et si tu ne connais pas toutes les œuvres, ça va te frustrer plus qu'autre chose. Mais voilà un petit peu la production qu'il a pu faire à ce moment-là. Aussi, le théâtre historique, il va continuer à essayer de vulgariser des pièces, mais surtout il va commencer à avoir son propre théâtre avec l'argent qu'il a récolté par le biais de ses œuvres, et avoir ce théâtre absolument extraordinaire dans lequel il va avoir de nombreuses pièces de plusieurs acteurs européens, Shakespeare, Goethe, Calderon et Schiller, avant de faire faillite, comme je te disais en début de cette vidéo, en 1850.
et c'est notamment aussi dans ce théâtre qu'il a fait jouer pour la première fois l'une de ses pièces tirée de son roman Les Chevaliers de la Maison Rouge, dans lequel est entonné le chant des Girondins, devenu un an plus tard l'hymne national française sous la Seconde République. Alors évidemment, la révolution de 1848 va complètement le ruiner. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette révolution française de 1848, parfois dénommée la révolution de février, est la troisième révolution française après la révolution française de 1789 et celle de 1830, et elle durera 3 jours à Paris du 22 au 25 février 1848. Et cette révolution va vraiment le ruiner puisqu'elle va lui priver de ses revenus et ses entrées d'argent naturelles qui sont autour du théâtre et des feuilletons qu'il écrit dans les journaux. Et d'autre part, en fait, il va s'arrêter de travailler pour se mettre en campagne et pouvoir en fait réfléchir. Et d'un coup, il va aussi se mettre en opposition avec Louis-Napoléon Bonaparte au profit de Louis-Eugène Gavaignac, moins connu de l'histoire puisque moins dans la résolution, la réussite de tout ça. Et donc naturellement, en 1851, menacé de banqueroute, il s'exile à Bruxelles avec Victor Hugo pour protester contre le coup d'État de Napoléon III. Et tout ça, en 1851, va amener à une longue période de réflexion pour lui. Et en 1858, il entreprend un long périple en Russie, puis au Caucase, avec comme compagnon de voyage le peintre Jean-Pierre Moinet. Il va y publier des impressions de voyage dans ses recueils et prendre en fait un pas de côté sur tout ça. Et puis il va revenir en 1860 avec un engagement fort en Italie, en soutenant Garibaldi et en notamment allant lui livrer des armes même qu'il va acheter avec les revenus des hôtels et autre chose qu'il va se mettre à vendre et qui constituait son patrimoine personnel. En 1864, soit 4 ans avant sa mort, il rentre à Paris et il ne ralentit pas du tout sur ses productions littéraires. Il écrit Le Comte de Moret, Les Blancs et les Bleus, Le Chevalier de Saint-Hermine, et il est même l'auteur en 1970, quelques peu de temps avant sa mort, du Grand Dictionnaire de cuisine, puisqu'il partageait son temps, comme d'habitude, expliquait-il, entre la littérature et la cuisine. Lorsqu'il ne faisait pas sauter un roman, il faisait sauter des petits oignons. Et en 1870, il s'éteint après un accident vasculaire cérébral qui lui laissa à moitié paralysé. Bref, tout ça pour te dire que Alexandre Dumas était une personne absolument extraordinaire qui a vécu au cours du XIXe siècle une aventure et une ascension tout à fait remarquable, particulière, et que les fréquentations, la vie qu'il a pu mener est encore une fois une vie qui a été menée à un moment de son existence où peu de gens commençaient à voyager. Il faut encore se remettre dans le contexte. Début du XVIIIe siècle, 1823, peu de gens ont encore la chance de pouvoir changer de vie, partir d'une ville pour Paris et de découvrir à Paris tout plein de possibilités issues de l'avancée, de la progression, de l'intellect et puis naturellement de toute cette réflexion autour du pouvoir et de comment pouvoir le critiquer sans être menacé d'être emprisonné. On est aussi dans une période où on est passé par la révolution, par 2 révolutions. Le système en fait d'administration de la nation est un petit peu vacillant, avec beaucoup de protagonistes des parts et d'autres qui veulent tirer la couverture de leur côté. Et Alexandre Dumas a finalement eu beaucoup de matière à travers ses rencontres, à travers toutes ces personnes pour pouvoir écrire de nombreux ouvrages et s'amuser finalement de toutes ces histoires assez atypiques qu'il a pu rencontrer au cours de sa vie. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si tu penses à une personne en particulier et tu penses que cette vidéo peut lui impacter, je t'invite à la partager cette vidéo avec le bouton. Tu la partages sur Facebook, Twitter ou sur le média de ton choix. Aussi, je t'invite à me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu retiens de cette vidéo, ça m'intéresse fortement de le savoir. Et puis, je t'invite à lire la description de cette vidéo pour aller beaucoup plus loin que ce simple contenu. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.